Bonsoir, mon nom est Marvin Faure et je vais faire la présentation ce soir de comment réussir au mieux votre marmotte. Mon objectif lors de cette présentation, c'est vraiment de vous donner les clés pour réaliser votre meilleure performance. Un petit rappel d'abord du parcours qui reste quand même le plus dur des cycles français et qui représente un défi physique et mental qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Alors surtout, il faut noter qu'il y a un cumul de 65 km de montée sur ce parcours, ce qui est énorme. Ça représente quand même un défi physique et mental qui est majeur. Alors, il y a deux clés pour réussir une épreuve de cette nature. C'est d'abord l'allure. Il faut choisir la bonne allure. Il faut être discipliné sur son allure. Et il faut bien s'alimenter tout au long du parcours. On va regarder ces deux aspects-là en détail et on va regarder, bien entendu, un certain nombre d'autres astuces et techniques qui aident à avoir un bon résultat le jour J. Alors, d'abord, votre stratégie d'allure, ça dépend surtout de votre objectif, en fait. Alors, votre objectif, ça peut être très bien essayer de gagner. Ça, a priori, c'est limité à 5 personnes, 10 personnes tout au plus. Pour la plupart des gens, c'est d'obtenir ou de faire un record personnel, faire vraiment le maximum possible de ses moyens le jour J. Mais pour beaucoup de personnes, c'est tout simplement de terminer avant la limite pour devenir un finisher, pour obtenir la fameuse médaille de finisher de la marmotte, ce qui est pour beaucoup de personnes un exploit en soi. Et enfin, il peut très bien avoir un objectif qui est simplement d'y prendre plaisir. Alors, chacun de ces objectifs nécessite une stratégie différente, surtout au niveau de l'allure adoptée. Donc, on va regarder ça. Donc, d'abord, pour gagner. Alors, ça, à la limite, c'est le plus simple. Si vous voulez gagner, vous n'avez pas le choix. Vous devez tout simplement rester dans le groupe des meilleurs tout au long et choisir le bon moment pour attaquer. Et ça, c'est le plus souvent sur la dernière montée. Donc, voilà, je n'en parlerai pas beaucoup plus de cela parce que je doute que les 5 ou 10 meilleurs coureurs de la marmotte soient en train de m'écouter. Ils connaissent ce que j'ai à dire par cœur. Pour le record personnel qui s'applique, je pense, aux plupart des gens qui vont écouter cette présentation, là, vous devez tout simplement rouler le plus près possible de vos limites, sans jamais les dépasser, bien sûr. Si vous tentez de gagner 2 ou 3 minutes sur le glandon en poussant un peu plus fort, ça peut vous coûter très cher. Ça peut facilement vous coûter 10 minutes, voire plus sur les montées suivantes. Pour la plupart des gens, ça veut dire quoi? L'allure le plus élevée que vous pouvez soutenir. Ça veut dire, en fait, entre 70 et 75% de la FTP ou de la FC Max. Ça, c'est l'allure maximum que vous pouvez soutenir tout au long de la marmotte, ce qui correspondrait à la partie supérieure de la zone 2, votre zone endurance. Par contre, si vous êtes particulièrement bien entraîné et que vous êtes costaud, vous devrez être capable de pousser cette allure jusqu'à 80% au niveau tempo à ce moment-là. Nous allons regarder comment préciser cela pour vous-même dans quelques instants. Si votre objectif est seulement de terminer dans les délais, vous devez travailler, on fait un rebord à partir de l'heure limite de Bourg-d'Oisans et faire en sorte tout simplement d'arriver à temps. Donc, vous devez devancer cette fermeture au pied de l'Alpe qui est 18 heures. Donc, si on travaille à rebord à partir de là, on devrait se donner un objectif de passer le Galibier au plus tard à 16 heures. Ça laisse 2 heures pour descendre du Galibier, faire toute la vallée et d'arriver au pied de l'Alpe. Voilà. Et enfin, pour le dernier objectif qui est d'y prendre plaisir, cet objectif est assez différent des autres car prendre plaisir n'a pas la même signification, bien sûr, pour tout le monde. S'il est important pour vous d'arriver dans les délais, alors il faut suivre tout simplement les conseils que je viens de vous donner. Si terminer n'est par contre pas très important pour vous, vous pouvez déterminer votre rythme par votre niveau de plaisir et peut-être par les personnes avec lesquelles vous roulez. Donc, ignorez les concurrents et profitez des magnifiques paysages, tout simplement. Alors, pour revenir sur le cas où votre objectif est un record personnel, là, vous devez rouler le plus près possible de vos limites sans les déplacer. Mais comment savoir où sont ces limites? C'est ça qu'on va regarder maintenant. Le premier point, c'est celui-ci. Votre allure de course est basée sur des preuves et pas sur des espoirs. C'est un principe qui est vraiment très important.
les miracles ne se produisent pas très souvent et il est peu probable que vous soyez beaucoup plus fort à la marmotte que vous ne l'étiez à l'entraînement ou lors d'autres événements. Donc, il faut qu'on regarde, on fait des preuves. On va commencer par les épreuves, mais ensuite, vous ajustez, on fait l'allure cible à la hausse ou à la baisse le jour même en fonction de votre entraînement récent, de la qualité de votre affûtage les 7 ou 10 derniers jours, de votre niveau de stress le matin, de la qualité ou notre niveau de stress, pardon, pas tellement le matin, mais dans la semaine précédente. Est-ce que vous avez eu des gros problèmes pour arriver? Est-ce que vous avez eu des gros problèmes de travail en dernier instant? Si vous avez eu beaucoup de stress la semaine précédente l'épreuve, il va falloir accepter que votre allure va forcément être un peu plus faible que prévu. La qualité de votre sommeil est importante aussi, de votre motivation le jour J et de votre ressenti aussi le matin de l'épreuve. Donc, toutes ces choses-là peuvent vous amener à ajuster votre allure cible un petit peu à la hausse ou un petit peu à la baisse en fonction. Alors, comment déterminer cette allure cible théorique qui est, alors, comme on vient de dire, ajustée peut-être un petit peu en fonction de certaines autres choses. Comment préparer ça? Comment déterminer cette allure? Bon, on commence par regarder en espérant que vous avez un capteur de puissance, bien sûr, parce que si vous n'en avez pas, cette logique ne s'applique pas. Mais avec un capteur de puissance, vous savez quelle est, en regardant votre courbe de puissance durée, vous savez quelle est votre puissance critique, vous savez quel est votre FTP. Alors là, il s'agit d'un exemple personnel. Lorsque je me suis préparé pour le Marmotte 2019, j'avais une puissance critique qui était aux alentours de 275 watts. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas faire toutes les montées à 275 watts parce que ça, c'est la limite que je pouvais tenir un jour lorsque j'étais en forme excellente sur 1 heure. Et les montées sur le Marmotte sont évidemment beaucoup trop longues et surtout la répétition m'aurait été fatale. Donc, comment déterminer en quelque sorte la réduction nécessaire à cette puissance théorique? Il faut en fait regarder les épreuves que vous avez faites avant. Donc ça, là, on voit les épreuves que j'avais faites dans cette année-là. Donc, j'ai fait Liège-Bastogne-Liège, j'ai fait les 3 cols, j'ai fait le time measure, j'ai fait le Grand Beau. Et vous voyez là les données essentielles de ces épreuves, la distance, le dénivelé, le chrono que j'ai mis, la puissance moyenne que j'ai réalisée sur les montées uniquement. Ce n'est pas une puissance moyenne sur l'ensemble, mais j'ai juste ciblé les montées. Enfin, j'ai extrait les données des montées pour ce tableau. Donc, vous voyez que ça s'est établi entre 212 watts sur Liège-Bastogne-Liège jusqu'à 242 watts sur les 3 cols. Mais sur les 3 cols, c'était une épreuve beaucoup plus courte que le Marmotte. Et sur le time measure et sur le Grand Beau, par contre, j'ai fait un effort sous-maximum parce que j'accompagnais des clients, tout simplement. Donc, je n'étais pas au maximum de mes capacités ces 2 jours-là. Donc, avec tout cela, j'ai conclu qu'une bonne cible pour moi sur le Marmotte allait être 210 watts sur le Glandon, sur le Télégraphe et sur l'Alpe d'Huez. Mais par contre, il faut le réduire sur le Galibier. J'ai ciblé 190 watts sur le Galibier. Pourquoi faut-il réduire sur le Galibier? Tout simplement à cause de l'altitude et de la fatigue engendrée déjà par le Télégraphe. On a très, très peu de temps de récupérer après le Télégraphe avant le Galibier parce qu'il y a juste une petite descente. Donc, avec le peu de récupération et avec l'altitude, il faut réduire la puissance cible sur le Galibier. Donc, j'ai ciblé 190 watts. Voilà, vous voyez ce que ça va représenter en termes de pourcentage de mon FTP, ce qui est plus pertinent pour vous, bien sûr, parce qu'on a tous un FTP qui est un peu différent. Donc, on fait ça, il faut retenir plutôt les pourcentages du FTP que les valeurs absolues en watts. Alors, il faut savoir aussi que plus vos watts par kilo soient élevés, plus votre pourcentage FTP cible peut être élevé parce que plus rapidement vous allez monter. Tout simplement, si vous pouvez faire le Glandon en, disons, 1h10 au lieu
d'une heure et demie, bah, vous pouvez mettre un pourcentage FTP plus élevé, donc vous êtes gagnant sur tous les coups. Donc voilà, voilà comment j'ai décidé comment cibler comme puissance sur ma course ce jour-là. Je vous dirai tout à l'heure comment ça s'est passé. Alors maintenant, on va se pencher sur l'alimentation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle aura un impact considérable sur votre performance. Donc, c'est la deuxième partie vraiment très importante, le deuxième clé, si vous voulez, d'un bon résultat sur le moment. Il faut savoir que vous allez consommer en chiffres extrêmement ronds, évidemment. Si vous êtes une femme et légère, ça va être un peu moins. Si vous êtes un homme et plutôt lourd, ça va être probablement un peu plus, mais c'est un bon point de référence. 5000 calories sur la journée. Il est impossible de consommer autant pendant l'épreuve. Un petit calcul suffit de s'en rendre compte. Une barre de céréales typique contient entre 100 minimum et 200 calories maximum. Donc, c'est au moins ces 25 barres qu'il faudrait consommer. Ben, ça, c'est tout simplement déraisonnable. C'est même pas possible. Donc, il convient de démarrer avec le réservoir plein. Ça, c'est très important pour démarrer. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut manger sur l'épreuve. Donc, il faut faire le plein de glucides déjà les jours avant, vendredi soir, samedi soir pour la course qui est dimanche cette année. Il faut faire un petit déjeuner 3 heures de préférence avant l'épreuve. Oui, je sais que ça veut dire qu'il faut se lever très tôt. Il y a des gens qui se lèvent même un peu plus tôt que ça et ensuite qui se recouchent pour redormir, pour se rendormir encore 1 ou 2 heures avant de se lever pour aller au départ. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Ben, le plein de glucides, ça veut dire quoi? Ça veut dire pâtes, riz, pommes de terre. Ce n'est pas que des pâtes. Hein. Il faut manger plutôt normalement la veille en limitant les fibres. Pour des raisons évidentes, le matin, on n'a pas très envie d'avoir, enfin, il ne faut pas trop remplir le ventre de fibres. Et le petit déjeuner, surtout, doit être fort en glucides. Donc, voilà pour avant l'épreuve. Dès le départ, il faut consommer entre 250 et 500 calories par heure. Alors si vous n'êtes pas entraîné à consommer autant, vous n'allez pas pouvoir consommer 500 calories, mais il est physiquement possible. Les professionnels y arrivent. J'avoue que moi, je trouve ça difficile. Il faut surtout s'entraîner avant. Ce n'est pas la peine d'essayer ça le jour de l'épreuve si vous n'êtes pas entraîné, parce que ça ne marchera pas. Alors, quelques éléments pour aider à comprendre ce que ça veut dire. Un bidon, lorsque c'est chargé de la quantité conseillée de poudre énergétique, ça contient à peu près 120 calories. Un gel, c'est entre 80 et 120. Une barre, on a vu, c'est entre 100 et 200. Bon, c'est parce que les barres varient énormément. Une banane, c'est entre 100 et 150, suivant la taille de la banane. Donc, pour prendre juste ces éléments-là, il faut compter minimum 2 items par heure jusqu'à 4 items si vous y arrivez. Donc, encore une fois, la quantité réelle que vous pouvez consommer sur l'épreuve dépend de ce que vous avez l'habitude de faire à l'entraînement. Alors, maintenant, je reviens sur le parcours pour l'examiner en détail et on va le décomposer et examiner ça section par section. Moi, je le décompose en 7 sections assez distinctes. D'abord, une section qui n'en est pas un, c'est avant le départ, quelques conseils. Le premier conseil, c'est... excusez-moi. Le premier conseil, c'est de maintenir votre chaleur corporelle, vous échauffez-vous bien d'abord, surtout si vous avez descendu en vélo depuis l'Alpe d'Huez, ce qui est le cas de pas mal de gens, pas mal de coureurs qui dorment à l'Alpe, vous êtes bien obligé de descendre le matin. Et si vous descendez en vélo, il fait quasiment toujours très froid. Il fait vraiment plus que 6 ou 7 degrés au niveau de Borg d'Oison. Donc, au niveau de l'Alpe, c'est quasiment au niveau zéro.
Donc, si la tenue que vous allez porter tout au long de la course ne suffit pas, ce qui est souvent le cas, il faut ajouter quelque chose de jetable. On voit souvent les gens qui descendent habillés en sac poubelle ou en gants de cuisine, qu'une fois arrivé en bas, vous pouvez mettre ça dans un sac poubelle quelque part. Sinon, si vous avez la chance d'avoir un copain qui descend en voiture ou quelqu'un qui peut être en bas, vous pouvez laisser votre veste, vos jambières ou tout votre barre supplémentaire à cet ami-là. Tout ça, ça se prépare, bien sûr, il faut réfléchir en avance. Je conseille d'entrer dans le SAS 30 à 40 minutes avant le départ parce que sinon, vous allez être derrière beaucoup de monde, ce qui vous handicape dès le début. Et surtout, essayez de maintenir votre chaleur corporelle autant que possible. Donc, le départ est donné. Le départ est toujours très rapide parce que les meilleurs veulent partir. On a un peu froid, on veut s'échauffer. Les meilleurs veulent partir le plus vite possible. La route est large et donc rapide. C'est fermé à la circulation. Il n'y a absolument aucun souci. On peut prendre toute la largeur de la route au départ. Donc, les conseils là, c'est de prendre la bonne roue, rester à votre allure, à une allure qui est soutenable pour vous, ne pas aller dans le rouge, tourner les jambes, ne pas vous laisser porter trop par l'excitation et par l'ambiance de course, par l'adrénaline qui court dans vos veines. Donc, bon, il faut évidemment faire un effort parce que sinon on perd la roue des gens avec lesquels on pourrait rouler plus tard, mais il ne faut pas que ça soit trop fort pour que vous payiez ces efforts plus tard. Attention sur cette première partie, les premiers 15 km, il y a la montée du barrage qui représente un petit kilomètre à 5%, un peu moins. Puis c'est de nouveaux plats. Ces 5%, si vous les attaquez à 450-500 watts, vous allez laisser des plumes et vous allez regretter ça plus tard. Donc attention, vous tournez les jambes quand même. Ensuite, on arrive au vrai pied du Glandon. Alors, c'est 23 km à monter, c'est 1150 mètres. C'est assez irrégulier, il y a 2 descentes au milieu de la montée. Le conseil est le même tous les ans. Pour les toutes premières pentes du col et pour chaque peloton, pour chaque groupe, ça roule trop vite. L'allure est systématiquement plus rapide que celle qu'il est possible de tenir tout le col. Et donc, forcément, toute la course. Donc, si vous n'aviez qu'un seul conseil à suivre, c'est là qu'il faudrait l'appliquer, c'est rester à votre allure. C'est beaucoup trop facile de s'épuiser sur les 3-4 premiers kilomètres du Glandon parce que vous pouvez suivre les gens à ce moment-là et c'est très tentant de le faire. Donc, enfermez-vous dans votre bulle et ne prêtez surtout pas attention aux cyclistes qui vous entourent et qui vous doublent et qui roulent plus vite. Vous allez les voir plus tard, c'est quasiment garanti. Si vous ne les voyez pas plus tard, c'est que de toutes les façons, ils étaient plus forts que vous. Alors, donc, c'est là où il faut se caler sur la zone cible de puissance et ne pas tomber dans le piège de pousser 10 à 20 watts plus fort. Et ça nécessite, je sais de l'expérience, ça nécessite de la discipline. Sinon, si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous regardez votre cardio-fréquence-mètre et restez dans votre zone cible. Assurez-vous que vous pouvez parler. Si vous n'arrivez pas à maintenir une conversation, déjà, c'est un bon signe que vous roulez trop vite. Bon, voilà pour l'allure sur le Glandon. Pour l'alimentation, il faut déjà bien s'alimenter sur le Glandon. 250 à 500 calories par heure, ça veut dire 4 à 8 items à consommer sur la montée du Glandon. Donc, c'est quand même pas mal à consommer. En 2019, je me souviens que j'ai consommé déjà 6 gels j'ai consommé sur la montée du Glandon. Et ce n'était certainement pas un de trop. Souvenez-vous que chaque item peut être un gel, une barre ou un bidon ou même une banane, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, ensuite, on arrive au col. En général, il fait assez froid. Il faut s'enfiler rapidement une veste. Si vous allez au ravitaillement, il faut le faire rapidement parce qu'il ne faut surtout pas laisser vos muscles se refroidir.
Si vous êtes dans les premiers, ce n'est pas un problème parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Si vous arrivez après 3000 ou 4000 autres coureurs, ben, il y a une énorme foule autour du ravito et c'est assez problématique. Donc, à ce moment-là, si vous n'êtes pas il vous reste un petit peu d'eau, je vous conseille en fait de basculer et aller chercher de l'eau en bas. Alors, la descente n'est pas chronométrée parce que c'est dangereux. Surtout les premiers kilomètres. Les 3 premiers kilomètres sont très pentus et assez techniques. Donc, faites pas la course sur la descente, c'est pas la peine, c'est trop dangereux. Ça sert à rien en fait parce que c'est même pas chronométré. Buvez et mangez sur la deuxième partie surtout lorsque vous avez passé la partie la plus dangereuse. Et il est possible de trouver des fontaines d'eau en bas lorsque vous arrivez au village, si vous en avez besoin. Donc voilà, il faut les réparer. Il y en a un en droite juste avant qu'on arrive au fin de la longue ligne droite à la fin. Et puis il y en a un autre en bas lorsqu'on avait tourné le virage en bas. Il y a un autre un petit peu plus loin. Donc si vous savez où ils sont, ça ne prend pas beaucoup de temps pour s'y arrêter. C'est encore dans la zone non chronométrique. Ensuite, alors là, le but pour cette partie-là, qui est la montée de la vallée de la Maurienne, le but, c'est d'atteindre le pied du télégraphe en ayant dépensé le minimum d'énergie. Mais évidemment, en n'ayant pas perdu du temps non plus. Donc, l'idée, c'est d'attendre la formation d'un groupe au tapis de chronométrage. C'est un peu idiot de le passer seul, parce que si vous passez seul, vous allez rouler tout seul et vous n'aurez pas le bénéfice du groupe. Donc, attendez qu'il y ait un groupe qui arrive et puis vous traversez le tapis de chronométrage avec eux. Ensuite, restez dans les roues, tournez les jambes. Bon, prenez vos parts des relais, bien sûr, mais ce n'est pas la peine de prendre plus que votre part. Il faut compléter, en fait, sur cette montée de la vallée du Maurienne, il faut compléter votre récupération des efforts du glandon et se préparer pour l'enchaînement télégraphe-galibier. Si par hasard vous vous trouvez tout seul, si vous êtes lâché par le groupe, en fait, ne faites pas des gros efforts pour revenir. Probablement, ça vaut pas la peine. Il vaut mieux attendre le groupe suivant. Le groupe suivant, c'est très rarement plus de 30 secondes ou 1 minute derrière, et vous perdrez plus de temps sur le télégraphe et le galibier en essayant de rattraper le groupe devant que tout simplement en attendant le groupe derrière. Regardez régulièrement derrière vous afin que vous puissiez accélérer en temps et en l'heure pour accrocher les roues, évidemment. Ce serait trop bête qu'il vous passe tellement vite que vous n'arrivez pas à accrocher. N'oubliez surtout pas de vous alimenter tout au long de cette montée de la vallée. Ensuite, la cinquième section, c'est l'enchaînement télégraphe-galibier avec la petite descente sur Valois. C'est 35 km avec presque 2000 mètres de dénivelé positif, un petit 165 mètres de dénivelé négatif de descente. Donc, le but là, c'est de maintenir l'allure le plus constante possible, de ne jamais aller dans le rouge, de s'hydrater et de s'alimenter tout au long. Le télégraphe, c'est relativement simple. C'est une route qui est large, qui est relativement ombragée, qui est relativement régulière, aux alentours de 7%. Donc ça passe de manière relativement simple. Ensuite, il y a la petite descente, c'est vraiment que 5 minutes. Et le pont du galibier n'est jamais très raide, à l'exception d'une petite partie à la sortie de Valois, et ensuite le dernier kilomètre à 11%. Mais ce qui fait du galibier l'une des ascensions les plus difficiles, c'est sa longueur, son altitude et le fait qu'il se situe tout de suite après le télégraphe. Donc tout ça rend cette ascension assez dure quand même. Donc c'est à respecter. Il y a un grand ravitaillement juste après Valois. C'est peut-être 2 kilomètres après Valois où il convient de s'arrêter parce que vous allez certainement besoin de l'eau et peut-être
d'alimentation solide à ce moment-là. Alors, ensuite, vous passez le sommet du Galibier, il y a toujours un poste de ravitaillement là-haut aussi. Là, il peut faire froid, ça dépend de la météo. Il ne faut surtout pas perdre du temps et se refroidir. La descente jusqu'à Bourg-d'Oisans, ça représente 45 km de descente, presque 2000 mètres de dénivelé négatif. Donc, c'est énorme. Ça prend du temps, ça ne passe pas. On dirait comme ça peut passer facilement en à peine 1 heure, mais ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a quelques petites remontées méchantes vers la fin. La première partie, c'est les 8 km de descente jusqu'au col du Lauteret. C'est une route étroite, c'est pentu, les virages sont dangereux, donc là, il faut faire attention. Il faut bien faire gaffe. À partir du Lauteret, la route est large. C'est un faux plat descendant. En principe, cette route, c'est fermé à la circulation. Donc, on peut utiliser toute la largeur, mais il faut quand même faire attention. Il faut pédaler parce que c'est un faux plat descendant la plupart. Et très souvent, il y a vent de face. Donc, il est extrêmement important d'être en groupe. Donc, ce n'est pas la peine de partir comme un boulet en essayant de faire ça tout seul. Il vaut mieux partir tranquillement, attendre qu'un groupe arrive et puis bien s'intégrer au groupe. Il faut récupérer tout au long parce que vous venez de faire l'enchaînement télégraphe-galibier, vous avez beaucoup de fatigue et de toxines dans les jambes. Il faut récupérer tout au long. Il faut surtout s'hydrater, il faut s'alimenter, il faut tourner les jambes. Attention, il y a quand même quelques tunnels parfois mal éclairés qui peuvent être dangereux. Donc, attention à ces tunnels. Et il y a aussi des courtes remontées vers la fin qui font très mal, qui peuvent provoquer des crampes. Donc, ne faites pas des gros efforts en gros braquet sur ces remontées. Il faut plutôt tourner les jambes. Enfin, on arrive au pied de l'Alpe. Il y a un point de ravito encore au pied. Mes conseils, c'est qu'il faut s'arrêter à ce ravitaillement. Il faut au moins un bidon plein pour pouvoir faire la remontée de l'Alpe. Attention à la chaleur. Souvent, il fait très chaud. Ça dépend évidemment de la météo. Attention à la déshydratation. Attention à la fatigue. C'est le dernier effort, mais ce n'est pas le moindre. Pour la majorité des gens, il faut compter entre 1 et 2 heures pour attendre l'arrivée. Donc, c'est quand même pas négligeable. Le conseil essentiel sur l'Alpe, c'est de démarrer très prudemment au départ. Les 3 premiers kilomètres sont beaucoup plus raides que le reste, surtout dans les lignes droites. Ensuite, ça s'aplatit un petit peu dans les courbes, enfin complètement d'ailleurs dans les courbes, dans les virages, et puis ça se cabre de nouveau et c'est encore très pentu dans les lignes droites. Donc, faites attention là-dessus. J'ai fait l'erreur en 2019 d'attaquer beaucoup trop fort au début et je me suis complètement grillé sur les 3 premiers kilomètres et après, j'avais plus rien. Donc, c'était une grosse bêtise. Je vous conseille de ne pas faire ça, surtout vous démarrez lentement et vous pouvez mettre plus de watts, vous pouvez progressivement accélérer à partir de Lagarde, le village qui est au bout de 3 kilomètres. Si vous avez bien géré votre course, à ce moment-là, vous doublerez des dizaines, voire des centaines d'autres cyclistes qui sont épuisés par les excès. C'est le contraire qui m'est arrivé. En 2019, je me suis fait doubler par plein de monde. Donc, j'ai vraiment regretté. C'était débile de ma part. Voilà. Alors, pour plus ou moins conclure, il y a 5 erreurs à éviter qui sont les suivantes. D'abord, c'est un départ trop rapide sur le Glandon et surtout un départ trop rapide sur l'Alpe. Donc, ne faites pas ça. Deuxième erreur à éviter, c'est trop d'efforts au seuil. Il faut parfois faire quelques efforts au seuil pour rester dans un bon groupe dans les 2 vallées d'ailleurs, dans la montée de la Maurienne et dans la descente de la vallée d'Oisans. Mais n'en faites pas trop parce que si vous cramez tous vos allumettes, vous n'en avez plus rien dans la boîte d'allumettes pour monter l'Alpe d'Huez. Troisième erreur, c'est d'oublier de s'alimenter.
c'est vraiment une épreuve où il faut s'alimenter tout au long et s'hydrater, bien sûr. Donc, ne pas oublier ça. Quatrième erreur, il y a des accidents tous les ans en descente, donc ne prends pas trop de risques en descente. Descendez à l'intérieur de vos compétences, ne poussez pas trop quand même, ça ne vaut pas la peine. Vous avez une autre vie, vous n'êtes pas professionnel, vous avez une autre vie en dehors de ces cycles sportifs, ces grands fonds d'eau. Donc, ne prenez pas des risques insensés en descente. Cinquième erreur, c'est au niveau des vêtements. On voit tous les ans des gens qui partent avec des vêtements inadaptés, soit trop chaud pour une chaleur si c'est une journée très chaud, soit pas assez protégé s'il y a un risque de pluie. Il y a même parfois eu la neige sur le galibier. Et si on n'a pas des vêtements adaptés, on est quasiment contraint à l'abandon à cause de ça. Donc, c'est un peu dommage. Mes conseils pour les vêtements, évidemment, c'est en fonction de la météo. C'est des couches fines, adaptables, que vous pouvez mettre ou enlever en fonction de la chaleur du moment. Il faut des manchettes, il faut des gants longs s'il va faire froid. Il faut une veste de pluie s'il y a le moindre risque de pluie. Il faut casquette ou bonnet, peut-être. Il faut un tour de cou, peut-être. Il faut peut-être des jambières. Bon, à voir en fonction de la météo. La question devient comment porter tout ça avec de la nourriture en plus. Soit dans une sacoche de sel, il ne faut pas avoir honte de mettre une grosse sacoche ou un petit sac de cadre. Soit il y a une autre astuce vieille comme le monde qui est de porter 2 maillots parce que ça vous donne les poches supplémentaires. Avec 2 maillots, vous avez 6 poches au lieu de seulement 3. Voilà, ça peut marcher aussi. Alors, j'en conclus avec 5 astuces pour rouler plus vite. Le premier, c'est tout bête, c'est vérifier votre vélo avant le départ parce que c'est complètement idiot. C'est trop bête d'avoir un problème de vélo, que ce soit un frein qui gêne ou une chaîne qui n'est pas huilée ou quoi que ce soit comme d'autres problèmes. Donc, vérifiez bien votre vélo. Deuxième astuce pour rouler plus vite, c'est grimper efficacement avec économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gardez le haut du corps immobile et détendu, relâchez vos épaules, concentrez toute votre énergie dans vos jambes. Ne faites pas la fameuse erreur de pédaler avec les oreilles en se secouant à droite et à gauche. Ça, c'est tout juste une perte d'énergie. Lorsque la pente est raide, appuyez plus sur les talons. Ça veut dire on baisse les talons, on appuie plus, c'est plus efficace comme ça. Et mettez-vous régulièrement danseuse à une cadence plus faible pour utiliser les muscles autrement, pour s'étirer un petit peu le dos et pour se reposer un petit peu. Mais c'est essentiel à ce moment-là d'adopter une cadence plus faible, sinon vous allez augmenter très rapidement votre fréquence cardiaque, ce qui n'est pas du tout le but recherché. Troisième astuce, ce n'est pas pour rouler plus vite, mais c'est pour évidemment réduire le temps de parcours, ce qui est essentiel à la fin, c'est de minimiser les arrêts. Ne prenez pas, si vous voulez terminer le plus rapidement possible, tout simplement, il ne faut pas perdre du temps au ravito. Donc, s'il y a une énorme queue et vous avez besoin que de l'eau, peut-être il faut aller chercher une fontaine ailleurs dans un village parce que ce serait plus rapide que d'attendre 10 minutes pour se faire servir de l'eau. Minimisez tous les arrêts pipi aussi, faites-les le plus rapidement possible. Quatrièmement, je vois souvent les gens qui ne se donnent pas le mal de pédaler dans les descentes. Bon, je ne parle pas évidemment des descentes très raides, je parle des descentes en faux plat descendant ou des descentes à, disons, 4-5% ou moins. On peut facilement gagner 2, 3, 4, même 5 km par heure en mettant très peu de watts. Et en outre de gagner de la vitesse, aussi on aide à évacuer les toxines dans les jambes. Donc, il y a un double avantage de pédaler dans les descentes. C'est de la vitesse gratuite et en plus, vous récupérez plus vite. Mais tous les ans, je vois des gens qui ne pédalent pas dans les descentes, ça me laisse perplexe. Enfin, utilisez votre mental. Ça nécessite un petit peu de préparation. Pensez en avance là-dessus. Quand cela devient vraiment dur, qu'est-ce que vous allez vous dire?
Il faut rester positif, bien sûr. Si vous vous laissez tomber dans une spirale négative, forcément, vous allez ralentir, voire mettre pied à terre. Donc, dites-vous que vous vous débrouillez très bien, dites-vous que vous vous êtes préparé pour ça toute l'année, que vous êtes fort, que vous allez y arriver quand même. Dites-vous aussi que c'est normal d'être mal par moment, c'est normal de se sentir fatigué, c'est normal d'avoir ras-le-bol par moment, et qu'on passe par les hauts et les bas. Et il est fort probable que dans 10 minutes ou un quart d'heure, ça va aller mieux. Vous pouvez aussi essayer de vous distraire en vous récitant un mantra ou un poème ou une chanson ou tout simplement penser à autre chose, où vous pouvez vous concentrer de manière très, très concentrée sur votre technique ou sur le corps qui vous procède ou quelque chose comme ça. Donc, quelques astuces pour le mental. Je ne peux pas aller plus loin que ça ici. Il y a plein d'autres astuces que je pourrais partager avec vous. D'ailleurs, passez me voir sur notre stand avant le Marmotte, si ça vous intéresse, et on peut en parler. Voilà, donc j'en termine en disant en rappelant qu'il y a vraiment deux clés pour réussir votre journée à la Marmotte. C'est le rythme que vous adoptez, ou l'allure si vous voulez, et l'alimentation. Les autres astuces ont toute leur importance, mais c'est quand même ces deux-là qui vont faire la différence. Voilà, donc je vous conseille de prendre le temps de bien calculer la puissance que vous pouvez mettre, que vous pouvez tenir tout au long et de l'appliquer de manière disciplinée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente course. Au plaisir de vous voir sur la Marmotte. Je vais être dans le village, comme je viens de dire. Donc, n'hésitez pas à passer me voir, ce serait avec grand plaisir. Et venez nous voir sur d'autres occasions si ça vous intéresse de suivre un stage d'entraînement avec nous ou pour un coaching individuel. On est là pour ça.